Écoute, Ali, l'homme a toujours été curieux de l'intérieur du corps et du mystère de la vie. Tu imagines déjà en 1632, assister à une dissection comme celle-ci, c'était vraiment comme aller au cinéma. Avec du popcorn? Non, sérieusement, les gens payaient leur place pour assister à ce genre de spectacle et amener des rafraîchissements et même des repas. J'ai fait ça. J'ai trouvé. La finale, c'était ça. Je suis venu au bois avec le temps. Parce qu'au début, je faisais du modelage, je faisais des branches, je faisais de la taille, tout ça. Mais le bois, j'étais pas... Je l'avais pas découvert. Il n'avait pas pris le sens qu'il y a aujourd'hui. Mais j'aime bien le poste de technique. Là, tu as une voie pour travailler pendant des années. Ouais, peut-être. Ça, c'est organique. Hey, j'ai aucune perte, hein? Aucune perte. Ben non, regarde. Ouais. Je vais les couper. Je vais laisser à chaîne. Tout assis à chaîne, hein? Il n'y a pas rien. Tout, je veux dire, c'est vraiment fait à la main, là. C'est coupé, OK? Mais ça, là, ici, c'est inversé, mais peu importe. Donc, la seule perte que j'ai, c'est ce qui a été coupé ici, ensuite aplani. Par là, d'année en année. Et puis, tu vois, les différents objets qui sont plantés dedans, ils vont se faire avaler dans le bois, vont disparaître dans le tronc de gros arbres. Ça vient gros, ça. OK. Moi, je vais abattre ces arbres-là, puis je vais m'en servir comme bois de sculpture. Donc, je vais faire de l'archéologie à l'intérieur de mes... En même temps, un lot expérimental. Ben, ça, c'est complètement expérimental, puis je regarde comment ça évolue à l'intérieur. Le livre s'appelle Arbre gourmand, puis j'ai mis un spécimen dans chacun des coffrets. Mais le livre lui-même, là, t'as un corpus d'images que j'ai... Des photos que j'ai prises ici, et puis, regarde, je vais me rapprocher un petit peu pour qu'on puisse le regarder. Alors, mon travail ici est beaucoup plus un travail
de photographe C'est ça. qu'un travail de sculpteur. Là où je commence à faire de l'intervention, c'est quand j'ai créé mes premières œuvres avec des arbres positionnés de façon à éventuellement arriver en contact avec l'obstacle minéral et se déformer. Alors, j'ai pris ça dans la forêt, j'ai pris ça dans les villes. Ça, c'est un accident de la nature. C'est un accident de la nature. C'est une adaptation. L'accident de la nature, c'est l'humain qui est venu placer le fil métallique sur l'arbre. Ça, c'est l'accident de la nature. Une intervention plutôt humaine. Plutôt qu'un accident, c'est une intervention humaine. Là. Donc, l'intervention humaine sur l'arbre, avec le temps, l'arbre, lui, comme il devait inexorablement continuer à grossir, le métal qui était là s'est retrouvé parce qu'il était fixé sur l'arbre, en grossissant, le métal s'est retrouvé à l'intérieur de l'arbre. Au départ, je pense, et ça, je trouve un peu ça dans mon travail, il y a toujours une intervention agressive, obligatoirement quelque part. C'est une question de regard. Ce qui arrive, c'est que moi, je travaille avec l'arbre qui est encore vivant. C'est ça. Et l'arbre vit en coexistence, finalement, avec l'obstacle minéral, que ce soit le tuyau, la clôture, la pierre. L'arbre est considéré comme un monument à l'endroit où il pousse. L'idée m'est venue surtout avec celui que j'ai vu en plein cœur de la vieille ville de Jérusalem, sur la ligne de jonction entre le quartier juif et le quartier arabe. Et si on sait bien un endroit où il y a des frictions entre deux peuples, c'est cet endroit précis-là. Et à cet endroit précis-là, il y en a un arbre, comme ça, que j'ai observé quand je suis allé en 99. Ça commence tout juste. Il commence tout juste à se fusionner avec une main courante, mais dans quelques années, ça va devenir aussi... Regarde bien, ces êtres sont des assemblages parfaits sur le plan du matériau de l'énergie. Si tu prends par exemple ce crâne, les os initialement séparés se soudent les uns aux autres pour former un ensemble complètement cohérent. Ne penses-tu pas que ce sont d'excellents modèles pour la sculpture? Ah oui, sans aucun doute. Tout organisme est un assemblage parfait de tissus, de cellules, de molécules et d'atomes. Comme ces dinosaures. En fait, ce que tu vois là, c'est une sculpture organique murale parfaite.
Tu sais, il y a quelque temps, je suis tombé sur un ouvrage publié en 1904 du zoologiste Ernest Haeckel, Formes artistiques dans la nature. Ce défenseur des théories de Darwin a représenté de belles formes de la nature pendant plus d'une décennie. Crois-moi, cet ouvrage est fascinant. Voilà justement un extrait de Haeckel qui représente bien ton raisonnement. J'ai tenté au cours de ma vie de rassembler une vaste collection de préparations biologiques que j'ai classifiées, décrites et reproduites pour établir des liens entre elles afin de les différencier. La morphologie générale des organismes est très importante. Vous pouvez noter que la majorité des organismes sont symétriques et chaque espèce est construite selon des lois qu'elle acquiert et conserve au cours de sa vie. Ton allemand s'est sérieusement amélioré depuis. J'ai remarqué que tu conçois l'atelier comme un laboratoire. Oui. Si j'ai besoin de règles, je les fonde moi-même à la recherche de l'équilibre. Par contre, j'essaie de rester libre de ma méthode. Tu ne vois donc pas une différence entre la beauté d'une sculpture et la perfection d'une forme organique? Humblement, non. Je voudrais faire de mes sculptures quelque chose de vivant, de la matière complexe. Prends l'exemple des principes de tension au niveau des surfaces des corps, comme le vieillissement de la peau, ou même les nervures des ailes d'un insecte. La nature est faite selon des lois universelles, comme la loi de l'hérédité, ou le processus de mort cellulaire. Les modèles sont là, il suffit de les reprendre, et c'est ce que je tente de faire. Je vais chercher les formes, les structures, les textures, les couleurs dans milieu naturel, qu'ils soient microscopiques ou non. Il y a toujours c'est ludique, mais il y a cette dimension-là. Dans l'art du combat et de la danse, le mouvement même violent est esthétique. Ces partenaires que tu vois utilisent l'énergie de manière optimale. Imagine, chez l'homme et le cheval, plus de 600 muscles reliés aux os travaillent par paires. Quand les uns se contractent, les autres se relâchent pour produire les mouvements complexes et magnifiques du corps.
Je suis réellement fasciné par Fragonard, autant par sa rigueur de vétérinaire que sa sensibilité d'artiste. Il mérite vraiment son surnom de sculpteur des corps vivants. Fragonard écrivait en 1798 « Je réalisais avec mes étudiants un grand nombre d'écorchés que j'exposais dans le cabinet d'anatomie de l'école vétérinaire d'Alfort pour permettre à la médecine de progresser rapidement. Ces écorchés étaient conservés après dissection, plongés dans l'alcool pendant plusieurs jours, mis dans des cadres puis réchauffés. L'alcool s'évaporait et les pièces durcissaient. Le tout était ensuite verni dont j'ai évidemment gardé le secret. » J'avoue qu'il a réglé pour de bon le problème de la biodégradation de ces pièces. Son travail me rappelle les momies égyptiennes, ne trouves-tu pas? Dix ans plus tard, je suis vraiment déçu de l'état de mes anciennes sculptures. Il est difficile de lutter contre le vieillissement et la dégradation. Le vent, la pluie, les changements de température délavent les couleurs, dégradent les matériaux, malgré toutes les protections que j'ai utilisées. Le soleil tape fort ici. De tous les artisans, je considère que le taxidermiste est celui dont le travail se rapproche le plus du mien. Après tout, nous avons des buts très similaires. Conserver la matière organique, sauvegarder les tissus organiques de la décomposition naturelle et leur donner une étrange illusion et apparence du vivant. Et maintenant, es-tu capable de mieux préserver tes sculptures? Oui, mais à défaut de faire comme Fragonard ou Von Hagens, je préfère les recouvrir de matière organique. J'enveloppe par exemple ce totem encore squelette pour qu'il devienne plus suave, comme les muscles et les chairs le font dans un corps vivant. Un peu comme un taxidermiste. Évidemment, l'avenir nous dira si cette protection préservera la sculpture pour très longtemps. Lui aussi enveloppe les squelettes après tout, s'assure de récupérer les structures les plus résistantes. Lui aussi les assemble, les pigmente, les vernit. Ses œuvres empaillées sont comme fossilisées par son travail, un peu à l'image de ce que j'appelle la sculpture organique. With my way of mounting birds, I guarantee you that the skin won't rip. Le docteur Frankenstein disait « J'ai décidé de reconstituer le corps humain et de l'animer dans mon atelier. Je prenais des os et touchais de mes mains les prodigieux secrets du corps humain. J'ai créé des choses immondes dans une chambre écartée à cause de leurs origines de chair décomposée et de l'horrible force vitale à l'état brut. » This is the piece, No Explanation Necessary. That's the title of the piece, No Explanation Necessary. I'm very fascinated by textures, and I try to integrate interesting textures into pieces that
basically are figurative works. And so here we have a combination of a blowfish. This is a blown glass eye that is purposely obscured and made to be very subtle. There's texture here of octopus tentacles that are kind of integrated around here. This is a cast section of a brain coral. Mark, is it a fake skull or a true one? This is a real skull that has been plated through an electroforming process of object. Is it for the protection that you made the metal? No, it has nothing to do with protection. I'm trying to create a different surface quality. And so my idea is really to, in a sense, create a figure and integrate the skull with the body. One of the interesting things about resin is that in relationship to using the real bone versus something in resin, or any real object versus casting in resin, is that resin, you can peel it out of a mold before it's fully cured, and then it has basically the flexibility of soft leather, and you can laminate it then or integrate it into surfaces and have it follow the shape of that surface. What is going to be the final position? Well, this will be basically in a pose that a pole vaulter might be in on its way up, probably about, halfway or 2/3 through its jump. So it probably would be something like that. Mark, are you more concerned by life or by death? Oh, certainly by life. But you use the expression of the death somewhere. I do, but Powerful expression of the death. Yes, but I don't. It's not a conscious effort to make a comment about that, or it's not a preoccupation of my own when I'm not working on sculpture to be thinking about death and everything that it relates to. In sculptures, for me, the sculptures are just that. They're just sculptures. They don't necessarily, in my own mind, represent some reflection or some statement about death. In general, Mark, for Parasitic Twin, we don't have heads in general. Here, for example, we can see a head in your twin. In general. Right. You mean in a real parasitic twin situation? Yeah, there's no visible head in the additional body growths that would often come from the side of the figure. And for you, the face is the expression. It's very important. The face is the expression, sure, certainly. Yeah. So it's a mask somewhere. In a way, yes, one could say that. In this particular case, the expression on the full-size figure, which is really a casting that's made from a mold of myself, and the expression on the parasitic twin is identical, except this is a reduced or smaller it's your version. Face. It's my face, right? Shrinked That's correct. face. Shrunken down, right? Mark, the pigment that you use or the coloration that you use in your sculpture, do you put them at the end? Yeah, it's a process of building up layers of translucent or transparent pigmented resin to achieve an illusion of depth. And so part of the coloration is done in the actual casting process, which means in a sense you are working in reverse. Okay. Because whatever colors you're brushing in first are coming out on the top, and other colors that you're brushing in later that appear to you to be on top are in actual fact below the surface.
Chaque fois que je voyage au Maroc, je saisis l'occasion d'aller à Marrakech ou à Fès pour discuter avec les artisans tels les ébénistes, les argentiers, les ferronniers, les tailleurs de céramique et d'autres qui perpétuent de très vieilles traditions de savoir-faire et de gestes. Mais dis-moi, Younes, quel est le lien entre ces architectures et ton travail? L'ornementation organique est partout. Peut-être aussi qu'involontairement, je voudrais me réapproprier la tradition et ses siècles de savoir-faire. J'en profite toujours pour rencontrer particulièrement les teinturiers et les tanneurs, pour chercher chez eux des pigments organiques qui sont utilisés dans ces fameuses cures selon certaines méthodes secrètes millénaires. Je t'assimile quelque part à un fossoyeur. Au contraire, je suis un constructeur. À partir de matières mortes, je donne l'apparence de vie. Je tente tout simplement de combattre la peur instinctive de la mort. Un peu comme les peuples anciens avec leurs masques et totems. Je sais qu'il y a une église à Rome, je ne sais pas si on parle de la même, qui est tenue par des franciscaines communautés religieuses, fondée par Saint François d'Assise, et qui a dans le sous-sol un endroit où on a exposé des crânes. Et ça, c'était à une époque où l'on voulait montrer combien il y avait de martyrs dans l'Église, combien de gens avaient donné leur vie à cause de leur croyance et de leur foi. C'est plutôt une curiosité touristique qu'un endroit de culte pour la piété. Ce n'est pas utile, ça n'a pas de sens, c'est même, je dirais, déplacé. Parce même que si ce sont des martyrs?
même si ce sont des martyrs. Ce que l'on fait des martyrs comme des saints, souvent on va prendre une petite parcelle de leurs os pour mettre dans une reliquaire, et ça c'est pour vénérer. Sur l'autel que vous voyez ici, là, il y a des reliques. Des reliques, c'est un objet dans lequel on met des parties d'ossement d'un saint. Et ça, c'est vénéré, parce que cette partie d'ossement fait partie du corps d'un saint. Et le corps, pour l'Église, dans notre foi chrétienne, c'est très important, parce que c'est une partie de notre être humain. Et le Christ lui-même a pris un corps. Qu'est-ce qu'il y a de beau, peut-être refait? Je crois, je ne dirais pas que l'on a peur de la mort, mais je dirais que l'on banalise la mort. Parce que la mort doit être un acte humain où une personne se donne à Dieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu mélanges toujours des peintures naturelles et des aérosols. Ça ne trahit pas ton principe de sculpteur organique? Attention, l'aérosol que tu vois, c'est quand même du doré minéral. En fait, de la pyrite. De toute façon, les pigments naturels sont toujours moins agressifs et n'effacent pas les formes comme la peinture chimique. Tu as remarqué que j'utilise mes mains au lieu de pinceau pour rester plus proche de la sculpture. Regarde cette architecture organique. Elle a une très grande cohésion. D'ailleurs, faire un plan d'une maison comme celle-ci, c'est exactement comme construire une sculpture. L'architecte Frank Lloyd Wright disait « Si j'avais à construire une maison sur une colline, elle serait non pas sur celle-ci, mais de celle-ci. » Quand elles sont en terre, ces constructions sont continuité du sol, intégrées au site comme l'est un organe chez un être vivant. Elles me rappellent les sculptures organiques, parce qu'elles sont en accord avec la nature et ses lois. La fécondité, etc. Donc,
c'est vu comme extrêmement bénéfique, mais il faut faire attention. Il faut toujours les manipuler selon des règles et les respecter comme il faut. On ne peut pas dire qu'il y ait une fonction générale, disons, au masque. Chaque masque a un nom, chaque masque correspond à une fonction, à un rôle. Il y a des masques d'amusement, il y a des masques qui sont beaucoup plus secrets, il y a des masques cachés. Il y a même des masques qu'on ne porte jamais, qui sont des masques qu'on garde et qu'on ne peut pratiquement pas voir. C'est très curieux, mais ce sont des masques qu'on ne doit pas voir. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a certaines sociétés où les seules personnes qui sont habilitées à voir le masque sont les gardiens. Et évidemment, ceux qui font les masques. Mais tout le monde sait qu'il y a un masque qui est là, mais on ne l'a jamais vu. Et vous avez des masques importants, il y a des masques pas importants, et très souvent les masques importants sont ceux qui, au point de vue esthétique, nous déplaisent nous plaisent le moins, ou certaines fois nous déplaisent. On dit, ça c'est des informes amas de végétaux et autres. Ça, c'est les masques qui sont peut-être vus comme les plus importants. Alors que les masques qui, esthétiquement parlant, nous ravissent, n'est-ce pas, sont des masques d'amusement pour ces sociétés. Il y a un écart très, très net entre le public en général et l'art contemporain. Dit contemporain, je ne parle pas de l'art moderne, mais de l'art contemporain, où la plupart des gens ne s'y retrouvent pas. Ça, c'est clair. On le sait, on fait des enquêtes d'opinion. Les gens disent, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une façon, si vous voulez, la construction politique de l'objet esthétique, où on a une classe de gens qui se démarquent de plus en plus des autres. Et dans cette classe politique, il y a les gens riches, n'est-ce pas, qui achètent de l'art contemporain pour se faire un nom. Tout ça, ça agit en interaction avec les prix, n'est-ce pas, le fait de savoir que un tel artiste vaut plus que celui-ci ou que celui-là, etc. Où on se bat à coups d'articles les plus abstrus possibles dans les revues spécialisées de l'art contemporain, n'est-ce pas. Ça draine beaucoup d'argent, mais c'est une façon de se placer socialement. Et là, on a tous ces artistes-là dont vous parlez, qui utilisent des restes humains pour toutes sortes de raisons, n'est-ce pas, qui attirent en quelque sorte ce genre de collectionneurs, mais qui laissent la plupart des gens complètement froids ou qui les horrifient. Je comprends ta fascination pour les totems. Celui-ci rassemble en lui différentes espèces et un esprit. Une véritable alliance dans le respect que tu essaies de retrouver. C'est vrai. Les anciens ont une connaissance approfondie des forces naturelles. Ils s'intègrent à la nature. Ils ne la dominent pas. Leur art est utile. Il aide à guérir, à penser. Il faut reconnaître avec humilité les richesses qu'on peut en tirer. Mon ami, tu n'immortalises rien. Sur le très long terme, tout se décompose puis se réduit en poussière. Ton art est complètement inutile, puisque de toute façon, nos corps et nos œuvres seront un jour morts et recyclés. Pour vaincre cette peur naturelle de la mort, je dois apprendre à la démystifier, à lui ressembler, à m'identifier à elle, comme les peuples à leur totem. Le travail sur des matériaux organiques symbolise honnêtement pour moi la continuité de la vie. De toute façon, il ne faut pas avoir peur d'attaquer le mystère. Plus on repousse cette barrière, plus on réalise qu'elle demeure. Après avoir entrepris ce voyage à la recherche de formes, matériaux et techniques destinés à une sculpture organique, je comprends que l'usage d'ossements humains risque d'être perçu comme une provocation, voire à une atteinte à la dignité de la personne. Pourquoi alors heurter des convictions morales, vu la richesse infinie des matériaux issus du règne animal et végétal qu'on peut trouver dans la nature et ayant exactement la même perfection et la même symbolique de la mort?
Et si le but de l'art n'est pas de provoquer, mais alors finalement, à quoi sert-il?